Christian Schottl, bonjour. Bonjour. Vous êtes maire de la commune de Janvry et élu de l'Essonne depuis 28 ans. Vous êtes candidat aux élections législatives dans la quatrième circonscription de l'Essonne. Je souhaitais avoir votre sentiment sur ce qu'on appelle maintenant l'affaire Fillon. Vous qui êtes de sensibilité centriste, que vous inspire ce spectacle politique, juridique, médiatique? Je suis consterné parce que le dégât que ça fait au sein des habitants, des concitoyens qui se disent mais ces gens-là sont hors sol. Et en réalité, ce qui est grave dans cette affaire-là, et vous remarquerez quand même qu'on n'entend pas un député critiquer ou dire quoi que ce soit à propos de M. Fillon. Ce qui est grave, c'est que tout ce dispositif a été décidé unanimement par l'Assemblée nationale et par le bureau de l'Assemblée nationale, et que les sommes qui sont en jeu, parce que qu'est-ce qui choque les gens? C'est l'accumulation des sommes par mois qui tout d'un coup arrivent à des chiffres démentiels et qui, par rapport à un salaire moyen, nous submergent tous. Et en réalité, c'est l'Assemblée nationale qui a décidé ça. C'est l'Assemblée nationale qui fixe des moyens qui sont extrêmement importants au service des députés. Et on pourrait dire, après tout, pourquoi pas si, s'ils en ont besoin pour travailler. Sauf que je pense qu'on a atteint des niveaux d'exagération. Et que moi, si je suis député dans quelques mois maintenant, il y a deux, trois lignes que je voudrais qu'on arrive à fixer. La première, c'est que, évidemment, que si l'embauche est à la discrétion de l'élu, elle ne doit pas se faire dans la discrétion. Si j'embauche un bac plus 8, ou si j'embauche une secrétaire, il faut qu'on le sache. Il est évident aussi que je ne connais pas de députés qui bossent, parce qu'il y a ceux qu'on ne voit pas beaucoup à l'Assemblée nationale et qu'on voit nulle part, ou qui ne dépensent pas d'amendements, ou qui ne défendent pas des lois. Bon, mais parlons de ceux qui travaillent. Ils ont besoin de collaborateurs, ne serait-ce que pour tenir l'agenda. Et d'ailleurs, on est en droit de se demander si, pour Madame Fillon, si son salaire était fictif, alors qui bossait, parce que c'est impossible. La première des démagogies qui était avant l'affaire, c'est de dire il y a trop de députés, ils coûtent trop cher. Moi, je pense que plus on éloigne les députés du citoyen, plus on aura ce genre d'affaires. Et le contrôle du citoyen, parce qu'on est à proximité, parce qu'on nous voit, parce qu'on se connaît, il est essentiel. Donc, gardons, ne divisions pas par deux le nombre de députés, mais divisons-leur leurs moyens par deux. Et peut-être que la soupe sera moins bonne pour certains. On peut diviser les indemnités de représentation, les salaires par deux, et peut-être que du coup, on limitera un peu cette espèce de course effrayante qui fait dire à quelqu'un 5 000 euros, c'est pas grand-chose. Parce qu'actuellement, un député reçoit la somme exacte, vous l'avez en tête? J'ai pas en tête parce que franchement, je ne me présente pas pour savoir combien, je sais pas. Mais ce que je sais, c'est que globalement, un député finit par nous coûter 23 000 euros par mois. C'est beaucoup d'argent. Il y a ces indemnités, les 9 à 14 000 euros pour les salaires, plus les moyens pour avoir des permanences pour tout ça, qui lui tombent dans l'escarcelle. C'est trop. C'est trop. Et quand on demande à l'ensemble de nos habitants d'être raisonnables et de se serrer un peu la ceinture, eh ben, on peut aussi se serrer soi-même la ceinture. On peut ne pas avoir un régime de retraite qui est ahurissant. On peut essayer aussi de donner l'exemple. Et je pense que l'exemplarité pour un élu, c'est peut-être la première des vertus. C'est pas de l'antiparlementarisme, ça? Ah, c'est exactement le contraire. L'antiparlementarisme, c'est tout d'un coup donner une image de gens qui dorment à l'Assemblée et qui sont grassement payés. Ça, ces gens qui font ça, font de l'antiparlementarisme. Ce sont les députés qui font de l'antiparlementarisme. Mais de dire, il faut qu'on serre la ceinture parce qu'on demande à tout le monde de se serrer la ceinture et puis qu'on fasse preuve d'un peu d'exemplarité dans notre action et que, sincèrement, il y a des députés qui ne foutent jamais les pieds à l'Assemblée, c'est scandaleux. C'est juste scandaleux. Ils savent qu'ils ne sont pas élus pour leur travail à l'Assemblée nationale. Ils savent qu'ils sont élus parce qu'ils vont tapoter sur l'épaule des gens au bistrot. C'est de la démagogie. Deuxième démagogie que j'entends là, et qui me paraît alors surréaliste. En France, dès qu'il y a un événement, ça peut être Fillon ou n'importe quoi, on va faire une loi comme pour essayer de parer le coup. Certains proposent qu'on n'ait pas le droit d'embaucher
sa femme, son cousin, sa cousine ou ses enfants. Moi, ça fait 30 ans que je suis élu et jamais j'ai embauché ni à la mairie de Janvry, ni dans mes syndicats, ni quoi que ce soit, ma famille, c'est clair. Le nombre d'élus qui font embaucher dans des collectivités leurs femmes, leurs cousines, leurs filles, c'est énorme. Quand je vois notre ami Jean-Luc Mélenchon en train de donner des leçons, de dire mais alors la droite n'a vraiment pas beaucoup de chance, je la plains. Mais moi je plains la gauche, quoi. Je veux dire que moi j'ai été dans la même collectivité que Jean-Luc Mélenchon. Dès que sa fille a perdu une élection lamentablement du côté de Lyon, bizarrement, un poste s'est ouvert au Conseil général de l'Essonne et on l'attendait comme le Messie pour venir bosser en Essonne et qu'elle ait de quoi survivre. La nonchalance vis-à-vis des postes et des fonctions, elle est généralisée. Et Jean-Luc Mélenchon, comme les autres, pour lui, il était normal parce que c'est quelqu'un qui a toujours vécu des fonds publics. Enfin, je ne sais pas si jamais il a travaillé un jour un petit peu dans sa prime jeunesse, mais je ne suis pas sûr. Il a toujours vécu de ça, donc c'est pas anormal. Et donc, sa fille était embauchée, son gendre était vice-président du conseil général, et tout ça va très bien. Et quand moi je le fais condamner parce qu'il utilise des voitures et des chauffeurs du conseil général alors qu'il n'y est plus depuis des mois, il faut bien que quelqu'un le véhicule, et que comme sur son argent de sénateur, il ne va quand même pas payer un chauffeur, c'est le conseil général qui lui paye des chauffeurs et des voitures. On a eu pire pour moi, puisque quand il était vice-président du conseil général, il a été nommé ministre. D'ailleurs, pas un mauvais ministre, pas un mauvais secrétaire d'État. Il devait avoir une rémunération entre 2000 et 2500 euros par mois, comme vice-président du conseil général et membre de la commission permanente, mais on ne le voyait jamais. Il était chargé de la communication parce que le budget de la communication était très opaque, il était chargé de ça, mais ça ne le dérangeait pas de toucher toutes ces indemnités, tout en touchant l'indemnité de ministre. Et une fois ou deux, on l'a vu arriver avec des motards pour venir à la buvette, nous rejoindre. Et c'est vrai qu'un jour, je lui ai dit, mais quand même, Jean-Luc, on ne te voit pas, tes indemnités, même la commission permanente, on y siège toutes les semaines, on ne te voit jamais, ça la fout mal quand même. Il m'a répondu, mais je ne serai pas toujours ministre, et puis voilà quoi. Alors, je pense que maintenant, avec ces produits de livres et de produits dérivés et les t-shirts qu'il vend à son effigie, il peut s'en sortir. Mais à l'époque, visiblement, tout était bon à prendre. Donc quasiment, Jean-Luc Mélenchon a occupé un emploi fictif au Conseil général de l'Essonne alors qu'il y était secrétaire d'État et pourtant totalement absent du Conseil général. Pour moi, c'est pire qu'un emploi fictif parce que il s'est présenté au suffrage universel et il s'est engagé devant les électeurs à remplir un job qu'il n'a pas fait. Il a pris le beurre, l'argent du beurre, peut-être un peu le soleil de la crémière, mais en tout cas, il n'a pas respecté ses engagements. Et quand même, c'est de l'argent public. Mais il vous fera des grands discours sur l'argent public et sur M. Fillon. Et alors pourquoi est-ce que, bizarrement, ça devait se savoir, pourquoi est-ce que la presse locale, je ne sais pas, ne s'en est pas fait écho pourquoi est-ce qu'au niveau local, personne ne s'en est ému? Parce qu'il y a d'abord une espèce de complaisance. Nous, en Essonne, on a eu un truc particulier, c'est qu'il y a une espèce d'amour étrange, très interpellant, entre Serge Dassault, qui, au niveau national, est patron du Figaro, mais au niveau local, il avait acheté le canard local qui s'appelait Républicain, et il y avait une entente absolue entre Serge Dassault et Jean-Luc Mélenchon. Il fallait bipolariser entre le méchant capitaliste et le rouge. Quand Jean-Luc Mélenchon a eu ses ennuis, quand j'ai porté plainte pour détournement d'argent public, la presse nationale s'en est fait écho. Évidemment, le procureur de la République s'en est saisi, mais il a eu un rappel à la loi parce que quand même, c'était pas très raisonnable. Le seul journal qui n'en a pas parlé, c'est le journal local de M. Dassault. Et je me souviens d'avoir écrit à Serge pour lui dire, mais quand même, c'est énorme. À chaque fois qu'il se passe un truc un peu important dans ce département, ça passe sous le boisseau pour des espèces d'ententes qui sont un peu étranges. D'accord. Il y avait une amitié alors entre eux? Mais il y a une fascination évidente. Et si vous regardez les photos où ils se regardent, entre Mélenchon et Dassault, c'est très très étrange. Il y a une fascination entre le marchand d'armes et Octobre Rouge qui est extraordinaire.
Alors François Fillon à droite, Jean-Luc Mélenchon à gauche, finalement, parce alors quoi, tous les politiques sont des pourris finalement, il n'y a pas de père la vertu plus à droite qu'à gauche. Alors, si on tombe sur le tous pourri, c'est évidemment catastrophique. Je pense qu'on a les élus qu'on mérite. Et qu'il y a un moment où, excusez-moi, sans diffamer, mais si on réélit régulièrement M. Balkany, il n'y a pas de raison que cette exemplarité-là qui est mauvaise ne se reproduise pas. Il faudrait qu'on soit intransigeant. Moi, je fais partie des élus qui ont signé la pétition pour que, si on a un casier judiciaire qui n'est pas vierge, on n'ait pas le droit de se présenter. Il serait intolérable qu'un enseignant qui se soit mal conduit avec un enfant puisse continuer à enseigner. C'est incroyable que quelqu'un qui s'est mal conduit avec l'argent public continue et ait parfaitement le droit. Et moi, j'en vois quand même régulièrement et d'un peu partout qui ressortent comme des jonquilles au bout de quelques années, lavés de tout péché et qui s'apprêtent à recommencer. Il faut qu'on soit intransigeant. Et sans aller chercher les exemples des pays du nord, du sud et de l'ouest, c'est vrai qu'il y a un certain nombre de pays où tout ce que nous vivons en France ne passerait pas. Et, et l'espèce de sentiment d'impunité que peu à peu acquièrent des élus, je les trouve hors sol. Et que moi, je défends ma candidature aux législatives là-dessus. C'est que moi, je suis né ici, mes gosses sont nés à l'hôpital de Longjumeau. Je suis maire depuis 28 ans sur une commune de 650 habitants. Je peux vous dire que si je prends un bouton de guêtre, les 650 habitants, ils le voient. Alors, c'est vrai que sur des structures plus grandes, ça se voit moins, mais au dernier conseil municipal, on parlait de la réfection de la mairie, et moi, j'ose pas, quoi, parce que tout simplement, refaire la moquette qui a 20 ans, je me dis qu'il y a d'autres dépenses, quoi. Très bien. Christian Schott, merci.